Vous écoutez Arte Radio. Cette année, pour mon anniversaire, j'ai demandé à mon conjoint qu'on parte 4 jours en Italie sans les enfants. À Naples. Ça me semblait le comble du romantique. Le Vésuve, la vue sur Capri et les spaghettis alle vongole. Le premier matin, j'ai voulu vivre l'expérience cappuccino au comptoir avec de vrais Italiens du cru. Nous voilà donc partis en quête d'un petit coin napolitain bien typique, avec ruelle étroite, linge aux fenêtres, vieilles dames assises sur leur chaise à même le trottoir. Non mais oh là, ça va ? Et c'est là qu'elle a ressurgi. Attends, t'as pas honte ? Qu'est-ce que tu cherches là au juste ? Un coin un peu cradingue en fait, qui fasse bien populaire, c'est ça ? Cette sale troll de petite voix dans ma tête. Bah regarde là, il y a des poubelles explosées dans le caniveau, et même un chat mort. T'es contente ? Tu l'as trouvé ton Naples authentique ? Elle m'énerve quand elle monte comme ça sur ses grands chevaux. Tu veux des vrais mafieux de la Camorra aussi ? Non mais tu te crois où ? Et donc, pour la faire taire, j'ai préféré renoncer à mon cappuccino hors des sentiers battus. Et on est parti, avec le flot des touristes, visiter Pompéi. Mais là non plus, elle n'était pas contente. Eh ben bravo ! C'est pour ça que tu nous as explosé l'empreinte carbone ? Quand on s'est retrouvé au milieu d'une colonne de retraités néerlandais fraîchement débarqués de leur bateau de croisière, ça l'a mise en éruption volcanique. Non mais franchement ma vieille, c'est une honte de cautionner ça. On est en train de leur flinguer un site qui a 2000 ans. C'est le retour des invasions barbares là. Voilà, j'ai senti que c'était surtout elle qui était en train de me gâcher mon petit séjour romantique. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de m'enquiller mes spaghettis di mare et mes spritz au soleil couchant en faisant comme si je ne l'entendais plus. Et en me disant que les grosses questions qui tuent, je m'en occuperai en rentrant. Pourquoi on se sent toujours un peu mal en voyage, alors qu'on part pour se faire du bien, à la base, non ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière ce malaise ? Et est-ce qu'on peut voyager sans culpabiliser, sans se sentir ridicule, sans se faire arnaquer ? Parce qu'on va quand même pas renoncer au voyage, si ? Je sais pas, je voudrais comprendre. Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Vraiment, j'ai l'impression d'être seule au monde là. Genre, c'est un sentiment que j'avais encore jamais ressenti. Je me rends compte de la réalité de la vie. Ouais. Non, mais c'est trop beau, genre. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Samuel Hirsch et produite par Arte Radio. Épisode 42. Faut-il renoncer au voyage ? À peine débarqué de mon vol low cost, j'ai donc démarré mes recherches et je suis tombée sur un ouvrage avec un titre bien rentre-dedans qui m'a interpellée. Renoncer au voyage. Carrément, comme ça au moins c'est clair, ça a tout de suite plu à ma petite voix. Sauf qu'en réalité, le propos de Juliette Maurice, l'autrice qui est philosophe, c'est moins de renoncer au voyage qu'aux clichés qu'on leur plaque dessus. Et là où j'ai été légèrement vexée, j'avoue, c'est qu'avec mon espèce de malaise permanent à me poser 20 000 questions sur Naples, qu'est-ce que je fous là, les ravages du surtourisme, la disneylandisation des quartiers pittoresques, eh ben j'étais en plein dans un gros cliché. Puisque pour Juliette Maurice, le propre du touriste, eh ben c'est de mépriser le tourisme. En fait, le mépris antitouristique, pourquoi il est si profond ? Parce qu'au fond, il cache une espèce de haine de soi intériorisée. C'est-à-dire que je veux échapper à cette condition, je ne veux pas être un touriste. Et vous avez peut-être remarqué que parfois, on tombe sur un touriste qui sociologiquement nous ressemble et qui, par exemple, est un touriste français, et on le déteste encore plus. Donc c'est bien que dans le mépris antitouristique, il y a une haine de soi. Parce que d'un coup, on se trouve devant un miroir. On ne veut pas être celui-là, on ne veut pas lui ressembler, on ne veut pas être affublé de la même casquette alors qu'il fait chaud, des mêmes chaussures, je ne sais quoi. Et plus je refuse
cette position inconfortable, cette image dégradante, plus je risque d'y correspondre. Je trouve ça éclairant, la haine de soi comme angle pour comprendre les nœuds qu'on se fait à la tête quand on voyage. Et ce que Juliette Maurice explique de très intéressant, c'est que cette haine de soi existait bien avant qu'on s'entasse par milliers dans des vols EasyJet pour aller défoncer les pavés des ruelles de Venise avec nos valises à roulettes. On pourrait dire qu'elle existe quasiment depuis le début des voyages. Juliette Maurice, dans son livre, consacre tout un chapitre aux philosophes qui, dès les premières circumnavigations et les grandes découvertes du XVIe siècle, considèrent qu'en gros, après Magellan et son tour du monde, le game est plié, on ne fera plus jamais de vrais voyages. Qu'est-ce que c'est le vrai voyage ? Personne ne le sait exactement, à part un gros cliché qui nous embrouille la tête lui aussi. On a effectivement, dans un coin de sa tête, dans un coin de la culture aussi, l'idée qu'il y a une authenticité, une vérité du voyage, comme ça, dans un ciel platonicien, on avait l'idée de voyage avec une majuscule, et puis le touriste, ce serait vraiment une version dégradée. Une espèce de pauvre réalisation décevante, nécessairement ratée du voyageur. Il y a une carapace de mythologie, en fait, qui s'est historiquement installée, peut-être un peu dangereuse, parce que on pourrait peut-être se demander si celui qui se prend pour un grand voyageur aristocratique, moi je sais voyager, j'ai une espèce d'expertise, si on s'engouffre dans ces mécanismes de distinction, on peut aboutir à des conséquences qui sont peut-être pires que l'attitude un peu moutonnière du touriste lambda, quoi. On te donne nos conseils pour visiter le vrai Bali, loin du tourisme de masse. Tout d'abord, évite Canggu, c'est la zone d'habitation des expats et il n'y a rien à visiter. Si tu veux voir des rizières authentiques, ne te rends surtout pas à Tegalalang, mais plutôt à Jatiluwi. Tu seras seul dans des rizières classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le touriste, ce serait toujours un voyageur en troupeau, ne prendrait aucune décision par lui-même, serait incapable de voir d'ailleurs ce qui mérite d'être vu, et par ailleurs abîmerait, parce qu'il est en troupeau, encore plus les lieux par lesquels il passe, il y aurait plus de nuisances, alors que le voyageur solitaire, au contraire, échapperait à ce pouvoir de nuisance. Parce qu'il est seul, parce qu'il a l'impression justement de moins, par exemple, polluer, etc. Parce qu'il n'est pas en groupe. Ici, j'oublie totalement qu'on est dans une destination super touristique. Dans ce village, il n'y a pas trop de touristes. Là, on est dans un mariage avec que des balinais autour de nous. On n'a que des interactions avec des balinais. J'ai l'impression qu'on a vraiment un accès privilégié. Effectivement, d'un point de vue éthique, ça pose pas mal de problèmes, parce que ce sera aux autres de commencer à agir, à réfléchir, à questionner ces pratiques. Ça rejoint un petit peu cette opposition entre le touriste, qui en fait est tout le monde et personne, et puis le voyageur qui finalement essaye de passer entre les mailles du filet. Toutes ces contorsions pour ne pas regarder en face ce qu'on fait vraiment quand on part en voyage, c'est précisément le sujet d'une jeune sociologue qui m'a beaucoup impressionnée. Elle s'appelle Juliette Roguet. En 2021, elle a soutenu sa thèse de sociologie sur le tourisme au Pérou. Pourquoi le Pérou ? Parce qu'elle-même est partie là-bas en voyage avec une amie pour un échange universitaire entre la fac de sociologie de Lille, où elles étaient à l'époque en 2e année de licence, et la faculté d'Arequipa au sud du Pérou. Et ce qui donc est impressionnant dans la thèse de Juliette Roguet, c'est l'effort de réflexivité qu'elle arrive à produire sur ses propres comportements touristiques de jeunes étudiantes assoiffées de découvertes. Pour nous, le Pérou, ça représentait peut-être un monde en dehors de l'Occident, en dehors de la modernité, dans lequel on pourrait trouver des pratiques traditionnelles, mais avec une sorte d'idée de la tradition complètement fourre-tout, qui correspondait à des attentes de jeunes femmes progressistes, de gauche, un peu hippies, qui écoutent du reggae et qui ont envie de se découvrir en voyageant. Et en fait, on avait
très peu d'images, vraiment, à part le Machu Picchu et quelques éléments qu'on avait regardés sur des sites internet avant de voyager, les montagnes, l'immensité des paysages. Mais à part ça, on était dans une naïveté radicale. À partir de son aventure personnelle, qui est complètement dingue, vous allez voir, Juliette Roguet parvient à décortiquer ce qui se passe en chacun de nous quand on voyage. Comment on s'en mêle les pinceaux dans nos désirs de dépaysement, nos rêves de rencontres et d'altérité, et surtout, c'est ça qui m'a le plus remué, comment notre envie sincère de découvrir le monde peut paradoxalement produire de l'aveuglement et du malaise. Sympa. En arrivant à Arequipa, déjà, on est frappé par un paysage absolument gigantesque, puisque la ville est entourée par 3 volcans de cartes postales. C'est-à-dire, on demanderait de dessiner un volcan, on dessinerait le Misti, et du coup, il y a le Chachani, le Misti et le Pichu Picchu, qui sont à plus de 6000 mètres d'altitude. Tout le centre-ville est blanc, avec une architecture coloniale espagnole, avec un ciel bleu, avec un soleil ultra vif. Tous ces petits kiosques dans la rue, les emolientes, c'est des boissons. À l'époque, on s'imaginait que c'était un peu comme des potions magiques avec plein de plantes traditionnelles qui vendent au coin des rues. Les restaurants, les picanterias avec la musique, les grandes tablées, la danse, la fête. Voilà, c'était ça la vie à Arequipa quand on est arrivé. Ce qui est particulier dans l'approche de Juliette Roguet, c'est qu'elle ne débarque pas au Pérou avec la naïveté classique d'une touriste de base. Quand elle arrive à Arequipa, elle a quand même déjà un regard bien affûté par ses études de sociologie. Et ça l'aide à pas se laisser berner comme la première des gringas. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Alors à Arequipa, évidemment, il y avait quelques endroits qui étaient plutôt réservés aux Blancs, aux gringos et aux gringas, qui mélangeaient des signes précolombiens, andins, amazoniens, anarchistes, beaucoup d'éléments de la culture reggae, de plein de cultures underground qui se mélangeaient, donc des grandes fresques très colorées. On écoutait beaucoup de punk, de reggae, de Manu Chao, et dans une ambiance ethnique au sens très large, en tout cas qui correspondait, nous, à nos attentes, j'imagine, mais qui en même temps était très familière. Ça mélangeait plein de choses, c'était de la musique qu'on connaissait, ponctuée évidemment d'histoires racontées par tous les gens qu'on croisait sur la mythologie andine, des histoires sur la Pachamama à n'en plus finir évidemment, sur Viracocha. Des histoires de mythes de la création, la terre-mère, la terre nourricière, Pacha, Mama, ça veut dire terre-mère. Divinité créatrice. Et là-bas, c'était une toute autre façon de considérer notre rapport au vivant. Et c'est un élément qui est extrêmement présent dans toutes les pensées New Age. En tout cas, c'est un élément qui a beaucoup voyagé. Tout cet ensemble de récits liés au Pérou et aux cultures péruviennes était toujours rendu accessible pour nous parce qu'elles étaient piquées d'éléments globalisés et de cultures qui nous étaient absolument familières. Si Juliette Roguet a l'impression de percer à jour comme ça l'hybridation culturelle et d'être plutôt moins dupe que la moyenne, c'est aussi qu'avec sa copine de fac, elles sont installées sur place pour toute une année scolaire et que donc elles ont le temps, elles, de comprendre le pays en profondeur et de nouer de vrais liens avec les locaux. Très rapidement, avec mon ami, on rencontre dans ces lieux de fête, puisqu'à Arequipa, donc comme dans tous les lieux touristiques au Pérou, on fait énormément la fête et on se retrouve à traîner avec une équipe de gars extrêmement drôles, extrêmement cultivés, qui nous racontent toutes ces histoires sur la mythologie andine.
qui nous emmène dans les meilleurs restaurants, les plus discrets de tout Arequipa, qui nous montre des choses qu'on avait l'impression d'être les seuls touristes à pouvoir découvrir, les endroits les plus secrets, qu'ils connaissent très bien parce qu'ils étaient tous plutôt guides touristiques, guides de haute montagne, ils faisaient de l'escalade ou en tout cas dans des sports extrêmes. Ou aussi, ils nous emmènent dans des super fêtes parce que beaucoup d'entre eux étaient DJ, organisateurs de soirées, musiciens. Donc, avec toute cette équipe, on découvre un monde qui nous semble extraordinaire. Et ils me proposent d'aller, entre copains, faire un campement de plusieurs jours dans un endroit absolument sublime, faire une cérémonie d'ayahuasca dans le canyon du Colca. Alors, si elle nous sort ça comme ça, l'air de rien, c'est que au Pérou, les décoctions de plantes hallucinogènes, comme l'ayahuasca, font complètement partie des expériences proposées aux touristes. Il y a aussi le San Pedro, je ne connaissais pas, c'est une boisson à base d'une variété de cactus qui contient carrément de la mescaline. Donc, il ne faut pas avoir peur de vomir l'entièreté de ses tripes et de voir apparaître le fantôme de son arrière-grand-mère en 3D. Mais il paraît que là-bas, c'est aussi banal qu'une excursion pédestre sur les sentiers du Machu Picchu. Ayahuasca. Derrière ce nom bizarre, une plante hallucinogène interdite en France. C'est pour cette raison qu'ils se rendent au Pérou où il est en vente libre, pour goûter à cette plante qui fait voyager les âmes. 80% des conversations entre les touristes traitent de ça. Est-ce que t'en as fait? Est-ce que t'en as pas fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'as découvert? Moi, j'y vais pour ça. C'est quelque chose, en tout cas dans le milieu dans lequel j'étais, qui prend une énorme place. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui partent au Pérou pour se soigner, que ce soit des maladies plutôt liées à la santé mentale ou physique. Voilà, dans sa thèse, Juliette Roguet appelle ça le tourisme chamanique. Elle ne m'a pas raconté si, dans sa cérémonie d'ayahuasca organisée avec ses copains péruviens, elle avait aperçu le serpent cosmique. Mais en tout cas, par la suite, est survenue une révélation qu'elle avait vraiment pas vu venir. Quelque temps après cette aventure, cette cérémonie, ce moment extraordinaire qui nous lie tous, et Gonza, qui était donc l'un de mes amis, au détour d'une conversation, il me lâche à la façon certainement d'un aveu, en tout cas, il me fait confiance et il me dit « Non, mais moi, je suis Brichero ». Je dis « Ah bon, mais c'est quoi Brichero ?» Il me dit « Je suis séducteur professionnel de touristes ». Je dis « Quoi ?» Il me dit « Bah oui, tu le savais pas, tous les potes, on est tous Brichero ». Alors moi, j'apprends déjà l'existence de ce terme. Donc il m'explique que Brichero, ça vient de l'anglais bridge, ça veut dire faire le pont entre le Pérou et l'Occident. Que c'est une pratique très répandue dans le milieu touristique de séduction des touristes étrangères, occidentales en particulier, pour gagner de l'argent en se faisant entretenir, en ayant des cadeaux, en se faisant payer des nuits d'hôtel, des restaurants, etc. Donc il m'explique tout un monde qui se déroulait sous mes yeux sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que c'est une pratique née dans les années fin 70, début 80, et qui initialement permettait aux hommes de sortir du pays, puisque le Pérou était traversé par une grave crise économique dans les années 80-90. Et il me dit qu'il y a une expression très connue qui dit il y a 3 façons d'aller en Europe, en bateau, en avion et en gringa. Et que les gringas, donc ces touristes, étaient considérés comme la façon de sortir du pays et d'avoir une vie meilleure dans le pays d'origine de ces touristes. Donc il m'apprend que lui et tous mes amis sont des bricheros. C'est pas leur métier principal, mais en tout cas, c'est comme une activité rémunératrice au même titre que leurs autres activités. Et que cette activité-là, qui était secrète à mes yeux
est très courante, construite, structurée, institutionnalisée, qui a des règles, qui a tout un ensemble de vocabulaire pour désigner les touristes. Presa, c'est proie. Pollo hervido, poulet bouilli. Enfin bon, il y a tout un ensemble de mots très liés au champ lexical de la viande qui doit être chassée, etc. Il y a toute une couche de ce que j'observais qui m'est apparue alors que je ne la voyais pas, puisque leur métier, le principal travail des bricheros, c'est de ne jamais montrer qu'ils sont en train de travailler. C'est un travail de l'intime, de performer la romance pour qu'elle soit vue et vécue par les touristes comme une véritable histoire d'amour, comme un hasard amoureux, comme une véritable rencontre. Donc cette pratique perdure en partie dans la mesure où elle reste invisible, notamment au regard des touristes. Évidemment, quand Juliette Roguet a découvert que toute sociologue qu'elle croyait être, elle était passée totale à côté de ce phénomène qui se déroulait pourtant sous son nez, elle a décidé de se mettre au travail. Et pas qu'à moitié. Le bricherismo est carrément devenu le sujet de sa thèse, qui vient d'être publiée sous le titre « Jouir de l'exotisme ». Et donc, elle a mené toute une enquête pendant plusieurs années, de Cusco à Lima, en passant par Arequipa. Elle a recueilli des dizaines de témoignages sous forme de verbatim, ce qu'on va entendre en partie dans cet épisode. Tout ça pour essayer de comprendre les rouages souterrains de cette économie touristico-sexuelle et, plus largement, comment un truc aussi énorme peut passer à ce point sous les radars des touristes. Parce que, quand même, ce genre d'échange économico-sexuel entre touristes occidentaux et locaux, c'est déjà plutôt bien documenté. Par exemple en Haïti ou en République dominicaine, il y a même eu des films dessus, comme Vers le Sud de Laurent Cantet. Alors pourquoi au Pérou, les touristes, elles, ne captent rien ? Les touristes qui partent au Pérou, comme moi d'ailleurs dans un premier temps, n'ont pas du tout d'attente liée à l'érotisme. Elles souhaitent voir une sorte d'idée de l'authenticité andine, dans un sens extrêmement vague, de l'ethnique au sens très large. Les derniers Incas, en fait, c'est pour ça que les bricheros disent « nous, on est les derniers Incas, somos los últimos Incas », puisqu'ils vont donner à voir ce qu'elles attendent de voir, qui n'est pas du tout lié à l'érotisme, qui lui est une ancestralité complètement fantasmée. Et le travail de ces bricheros, et une fois avoir fasciné les touristes avec cet exotisme, performer ce pachamamisme ou ce néo-indianisme, ils vont devoir faire naître un sentiment amoureux et puis un érotisme. Et une fois qu'elles sont fascinées et tombées amoureuses, il s'agit de les assaisonner, de sazonar, ça veut dire utiliser des stratégies pour pouvoir faire naître le don et circuler l'argent sans jamais sortir de l'apparence d'une romance de vacances. Bercée par la soif d'explorer le monde, je suis arrivée avec mon ami à Cusco. Et nous sommes allés chez X, un ami d'amis péruvien qui faisait comme moi de l'escalade. Nous sommes partis tous les deux. Il m'a emmenée au Corazón de la Pachamama. On a emprunté des petits chemins de terre, déserts, où l'air était frais et où il faisait bon discuter. Mon espagnol était mauvais, alors X faisait tout pour qu'on puisse communiquer. Il parlait lentement, il m'expliquait son histoire du monde, sa vision de la vie, sa connexion avec la nature. On est arrivé à un point clé qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. El Templo de los Monos. Il m'a expliqué la signification de ce temple. Il me montrait les corps des animaux sculptés dans la pierre et tout prenait sens. Je me sentais privilégiée, aimée. Il était doux et attentionné. Il prenait soin de moi à une distance toujours juste, ni trop près, ni trop loin, et ses mains baladeuses prenaient leur aise. Et là, le moment spécial est arrivé. Comme un rituel, une expérience qui t'embaume, qui ne ressemble à rien de ce que tu connais et dont tu ne sors pas indemne. On s'est assis en face des roches du temple qui formaient comme une cavité où se trouvait, enfouie à l'intérieur, une roche rouge qui dessinait la forme d'un cœur. El Corazón de la Pachamama. J'allais pouvoir embrasser le cœur de la terre-mère, là d'où je viens, lui dire mes secrets mais aussi mes peurs, mes doutes et surtout lui donner mon amour.
et lui demander d'exaucer mes vœux. Moi, j'ai passé le plus clair de mon temps à étudier les Bricheros qu'on appelle les Bricheros Waiki. Donc, Waiki, ça veut dire frère d'un homme en quechua. Ce sont donc les Bricheros qui vont performer le dernier Inca attendu par les voyageuses. Cet exotisme pachamamiste, néo-indien, hybride, etc. Et ces Waiki ont tous des métiers de façade, donc des ganchos, des crochets qu'ils utilisent pour hameçonner leur proie. Donc ils sont pour la plupart artisans, donc ils fabriquent des bijoux en métal, en macramé, avec des pierres semi-précieuses qui représentent tous les symboles de la culture andine et des cultures péruviennes au sens très large. Ils sont aussi guides touristiques, ils sont musiciens, enfin, tout un tas de métiers qui leur permettent de rencontrer les touristes et d'avoir une première interaction tout à fait spontanée. Donc ces Waiki m'ont expliqué à de nombreuses reprises que ces premières rencontres spontanées, cette performance du hasard amoureux était tout à fait construite de façon professionnelle et répétée. Donc ils savent où se placer dans la ville, comment rentrer en contact, quelle est la phrase d'accroche qui va fasciner leur partenaire. Donc par exemple, ils vont rencontrer une femme à peu près toujours sur le même modèle en disant que c'est la Pachamama qui a mis cette femme sur son chemin, que leur rencontre est de l'ordre de l'énergie tellurique qui dépasse la rationalité occidentale. Et elle va être interprétée par la touriste comme une rencontre de vacances et comme une sorte de coup de foudre amoureux. On s'est rencontrés sur la plage. Il est venu m'aborder pour me proposer une séance de sœur gratuite. J'ai refusé. Et puis, le lendemain, il m'a proposé de m'emmener visiter des ruines et d'aller dans des bains thermaux. Comme j'étais toute seule, j'ai accepté. C'était vraiment magique. On a été au bain quand il faisait nuit. Il y avait le ciel étoilé. C'était vide, on était les seuls. Il a sorti une bouteille de pisco avec 2 verres. Ils ont tout un physique très travaillé, avec notamment de très nombreux tatouages qui viennent représenter tous les plus grands symboles de la culture andine. Le puma, le serpent, le condor, qui sont les 3 symboles des 3 niveaux de la cosmovision andine. Beaucoup de chamans, beaucoup de pipes, de fumée, de tout un ensemble de choses qui deviennent le support des rencontres, c'est-à-dire rencontrer un jeune homme, très souvent les cheveux longs. Ah bonjour, il est magnifique ton tatouage. Oui, c'est mon grand-père qui est représenté. Mon grand-père était un chaman très puissant. Et là, on part sur un récit de la cosmovision andine. Donc ils sont extrêmement lucides sur ce que viennent chercher les touristes, parce que aussi qui ils sont, ces Bricheros, en dehors d'être des séducteurs professionnels, d'être des guides et d'être des artisans. Un des points communs, c'est que la plupart ont fait des études supérieures de tourisme et d'anthropologie. Donc ils sont de très fins analystes du monde touristique et des attentes des touristes. Ils savent exactement ce qu'elles viennent chercher. C'est-à-dire que certains d'entre eux me disent, moi quand je les vois arriver en sac à dos et en sarouel, avec les yeux exorbités de fascination sur le monde qui les entoure, j'arrive et je leur dis que mon grand-père c'était le soleil et que ma grand-mère c'était la lune, et elles me croient. À demi-mot, ils caricaturent à peine, quoi. C'est un menu. La française, tu ne vas pas la séduire comme tu vas séduire une américaine ou une allemande. Ça va dépendre de la personnalité de chacune. Par exemple, si je vois une américaine passionnée de montagne, je vais lui parler de mes trucs d'escalade. Si je vois une hippie, je vais lui parler de la cosmovision andine, des légendes. Si c'est une architecte, alors je lui parlerai de la technologie Inca.
Moi, la première fois, quand je suis arrivée au Pérou, je me souviens très bien, j'étais au bord du lac Titicaca et j'ai vu des jeunes hommes avec les cheveux longs, le corps entièrement tatoué, couverts de bijoux, qui faisaient un rituel d'offrande à la terre-mère au bord de la plage. J'étais dans l'incapacité totale de comprendre à quel point cette performance était reconstruite, qu'est-ce qui était de l'ordre du traditionnel, de la modernité, de la mise en scène. Moi, j'ai juste été complètement frappée et fascinée, puisque je n'y connaissais rien. Donc, quand on n'y connaît rien, cette mise en scène de l'exotisme, elle est impossible à discerner. C'est ça que je trouve très puissant dans l'approche de Juliette Roguet. Elle ne se met pas en surplomb, parce qu'elle pourrait accabler ces gringas d'être aussi nunuches pour tomber dans le panneau. Mais non, au contraire, tout au long de son enquête, elle montre à quel point, derrière cette apparente crédulité, se jouent des mécanismes ultra retors auxquels, franchement, on est tous susceptibles de succomber. Ceux qui prétendent le contraire, à mon avis, sont un peu présomptueux. Parce qu'on cherche tous l'authentique. Mais qui a vraiment envie de voir le monde tel qu'il est ? Et au Pérou, comme ailleurs, le monde tel qu'il est, on a plutôt envie de le laisser sous le poncho. Beaucoup de touristes me disent « Moi, je veux voir le vrai Pérou », selon elles. Or, le vrai Pérou mis en scène par ces bricheros, cette construction d'une indianité artificielle pour satisfaire le regard touristique, c'est quelque chose qui est extrêmement stigmatisé et extrêmement discriminé à l'intérieur de la société péruvienne. Puisque la société péruvienne est traversée par des logiques de domination complexe, un racisme structurel d'une violence inouïe. Le sociologue péruvien Portocarrero parle de racisme intégré jusque dans les entrailles, c'est-à-dire que la couleur de peau est quelque chose qui est utilisé dans toutes les interactions pour situer les gens les uns vis-à-vis des autres. Beaucoup de bricheros me disent « Moi, dans mon village d'origine, j'étais rejetée par les femmes blanches péruviennes qui me considéraient comme un mécanicien crado de merde dégueulasse. » Donc en fait, le bricherismo, le fait qu'un homme performe une indianité pour séduire des femmes blanches qui sont encore plus blanches que les blanches péruviennes et grâce à ces alliances, avoir de l'argent, etc., est une transgression des règles à l'intérieur de la société péruvienne. Ce qui fait que le personnage du brichero est absolument détesté et haï par les classes supérieures péruviennes, notamment les hommes des classes supérieures de Lima, qui considèrent que les bricheros représentent tout ce dont le Pérou devrait se débarrasser pour s'engager dans un processus d'occidentalisation et de développement. Et ce racisme envers ces hommes est totalement ignoré de la part des touristes. Il est presque incompréhensible que ce qui les fascine soit méprisé par la moitié de la société péruvienne. Donc cette fascination ingénue et naïve vient en fait révéler quelque chose qui est bien plus complexe, qui articule rapports sociaux de genre, de classe et de race. Et oui, c'est sûr, les rapports sociaux de genre, de classe et de race, ça fait rarement joli sur la carte postale des vacances. Et pour essayer de comprendre par quelle circonvolution mentale les touristes arrivent quand même à se persuader que tout va bien, Madame la Marquise, Juliette Roguet mobilise une théorie intéressante, la théorie de l'enchantement. À la base, c'est une notion qui a été proposée par un anthropologue français, Yves Vinquin, puis reprise ensuite par une jeune sociologue qui travaille, elle, sur le tourisme en Grèce. Elle s'appelle Hécate Vergopoulos et elle a accepté de venir jusqu'à la radio pour nous faire la diapo. En fait, ce qui met derrière théorie de l'enchantement, Yves Vinquin, c'est la suspension volontaire de l'incrédulité, qui consiste à décrire le fait que dans plusieurs situations de notre vie, on se retrouve dans des configurations qui ont quelque chose d'une mise en scène, on le sait bien, néanmoins, on a envie de croire que quelque chose d'authentique, de réel est à l'œuvre. Par exemple, dans la fiction, on sait bien que c'est pas vrai ce qui se passe, mais on va quand même
faire le saut intellectuel de se dire qu'on accepte, qu'on adhère à l'univers, par exemple dans les cas de maison hantée ou quoi. Voilà, on sait bien que c'est pas vrai, mais on fait quand même le saut intellectuel d'adhérer pour pouvoir suivre cette fiction. Donc Yves Vinquin, il a théorisé ça dans pas mal de situations, et parmi ces situations, il y a celle du tourisme. Et il a cette phrase que moi je trouve très très drôle, qui résume à peu près tout, qui dit voilà, quand je vais à Disneyland, je sais bien que la main que je serre n'est que celle d'un CDD suant, fumant sous sa grosse tête en carton, mais quand même, je dirais bonjour Mickey, est-ce que tu vas bien? Voilà. Donc c'est des situations dans lesquelles on se laisse léser, disons, on a envie de l'être, quoi. Il y a des ingénieurs de l'enchantement, donc des gens dont c'est le métier de mettre en scène. Par exemple, les acteurs de l'industrie touristique sont des ingénieurs de l'enchantement dans ce sens-là, mais il y a aussi nous, en tant que touristes, qui participons de façon tout à fait volontaire à ce jeu de dupes, d'une certaine manière. La première fois que j'ai vu Rodrigo, il dansait, nous dansions. C'était comme dans un rêve. Nos regards se sont croisés, il m'a souri. Il était assez grand, avec de longues dreads, remplis de gris-gris en tout genre. Et surtout, de grands yeux verts, ressemblant à 2 belles plumes. Nous sommes retrouvés à 2 dans sa tente, tous les 2 heureux de se tenir la main. Le charme de ce joueur de didgeridoo avait comme opéré sur moi. Les discussions étaient légères, douces et remplies de sentiments inconnus. Cette expérience du Pérou m'a fait énormément changer. Mon rapport à la nature, aux plantes, aux croyances, aux astres, m'a fait changer et évoluer. Ce fut une période inoubliable, des moments extraordinaires, un souvenir beau et lointain, un amour pur. Les touristes ayant parfois mis de côté pendant plusieurs années, mettant énormément d'enjeux dans ce voyage, croient d'abord en une véritable histoire d'amour. Une véritable histoire d'amour avec un véritable incadescendant, c'est-à-dire que cette expérience sexuelle ou romantique vient apporter une énorme valeur au voyage, qui pourra être raconté de retour à la machine à café ou dans le groupe d'amis en revenant au pays d'origine. Donc cette expérience extraordinaire doit être absolument protégée. Et pour préserver l'enchantement touristique, les touristes vont vouloir éloigner cette relation d'une marchandisation pour avoir une relation. Donc les femmes vont payer des repas, offrir des cadeaux, sans jamais négocier explicitement un service sexuel, et que les touristes ne soient jamais des clientes et que les bricheros ne soient jamais des travailleurs du sexe. Alors évidemment, les bricheros vont vivre de ces cadeaux, de ces nuits d'hôtel, de ces excursions. C'est-à-dire que les touristes ne veulent pas désenchanter leur voyage, ne veulent pas se rendre compte des enjeux qui sous-tendent cette relation-là, veulent préserver cette naïveté, parce que certaines femmes vont complètement arrêter leur voyage, couper court à leur tour du monde pour rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois à Cusco. Donc il faut pouvoir raconter cette histoire-là, se la raconter à elle-même et la raconter aux autres. Pour trouver du sens à cette relation, la rendre légitime aux yeux de soi et aux yeux des autres, pour pouvoir préserver leur voyage et pour en avoir pour leur argent. Quand on entre en communication avec un fragment de monde de manière récréative, derrière, c'est très compliqué de mettre dans son scope des choses qui ne sont pas légères, qui sont de l'ordre du grave, de l'anxiogène, qui sont justement proprement toutes les dimensions politiques des actualités que traversent ces espaces-là. Par exemple, moi j'avais travaillé sur la Grèce au moment de la crise, et il y avait une campagne de l'Office du tourisme Grèce en France de promotion de la destination. Et le principe, c'était vous aviez une série de photos très clichés de la Grèce, une antiquité, le soleil, la mer, etc. Et à chaque fois, le même principe, Greek sun, not in crisis. Greek sea, not in crisis. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire il y a des ingénieurs de l'enchantement, et eux, leur fonction, c'est de créer de la destination. La destination, très simplement, c'est quelque chose d'autre que le territoire. Il y a un territoire qui vit son actualité politique, économique, sociale, humanitaire,
c'est une chose, et il y a la destination. Et c'est deux territoires qui n'ont pas vocation à se rencontrer. Donc ça, c'est l'ingénierie touristique. Et vous, en tant que touriste, vous allez y aller avec cette idée de dire en fait, c'est pas si mal d'être du côté de la destination et pas du territoire, parce que je suis là pour me délasser. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai trimé, et là, ce que je veux, c'est me faire plaisir. Je veux être dans un rapport au monde récréatif. Et donc, on accepte bien volontiers cette idée d'une destination en marge d'une actualité qui serait peut-être plus grave, plus dangereuse, même intellectuellement, émotionnellement ou autre. On accepte de la mettre de côté pour consommer un monde de manière récréative. Parce que sinon, on ne pourrait pas. Quand quelqu'un comme moi vient de loin et lui rend visite, Hervé aime bien faire une petite cérémonie de bienvenue. Et il tient particulièrement à une chose, à ce que son invité plante une noix de coco pour laisser un souvenir à son jardin. C'est génial, symboliquement, je fais une offrande à sa terre en plantant un arbre. Et du coup, il y aura une plante ici à tout jamais qui va vivre. Bon, ça, la destination touristique versus le territoire réel, d'accord. On voit assez bien comment on est tous plus ou moins prêts à s'aveugler pour passer de bonnes vacances. Quitte à se raconter n'importe quoi, ça nous fait pas peur. Ici, c'est un peu la nature qui donne le rythme. C'est la mer qui décide ce que tu reçois. Et vous allez voir que cette philosophie de vie sera omniprésente durant ce voyage en Polynésie. Mais là où ça devient vertigineux, c'est que l'ingénierie touristique des Bricheros ne repose pas seulement sur des gringas ravis de la crèche qui n'ont rien envie de voir. Ils arrivent aussi à actionner la conscience politique de voyageuses très concernées par le sort du pays. Et alors là, la boucle est bouclée. Les Bricheros vont, de façon très stratégique, utiliser l'argument, par ailleurs très juste, de la néocolonisation, du tourisme de masse, des injustices historiques, etc. Ils leur disent, vous venez vous amuser pendant 3 semaines dans un pays pauvre, vous avez l'impression de réparer quelque chose en faisant joujou, en travaillant dans une ONG, puis vous repartez chez vous dans votre petit confort bien luxueux, et vous avez l'impression d'avoir fait une bonne action et d'avoir réglé quelque chose, alors qu'en fait, vous n'avez rien réglé du tout. Et là, l'effet immédiat, c'est de dire non, moi, je ne fais pas partie de ce tourisme de masse, je ne suis pas une méchante colonisatrice qui vient profiter de vous. Et donc, du coup, je vais payer des bières, payer le repas, payer une nuit d'hôtel pour sortir de ce rôle dans lequel, finalement, elles sont pleinement, d'autant plus quand elles payent pour entretenir leur partenaire. Et cette stratégie vient s'accompagner d'un discours très positif en leur disant qu'elles sont extraordinaires, qu'elles sont différentes des autres touristes, qu'elles ne sont pas comme les autres. Et évidemment, cette stratégie de culpabilisation marche dans la mesure où les touristes sont des jeunes femmes entre 20 et 30 ans, diplômées, progressistes, plutôt gênées avec leur place de blanche au Pérou et qui veulent continuer à croire qu'un autre monde est possible en caricaturant un vrai Pérou qui, en fait, n'existe pas. Le mec avec qui j'ai passé la nuit, le musicien, il m'a touchée comme jamais j'ai été touchée avant, dans toute ma vie sexuelle. Le mec était complètement fou de mon corps, c'était ouf. J'avais jamais vécu ça. Alors qu'avec mon ex, déjà pour qu'il me prenne la main dans la rue, c'était limite des prises de tête. Sexuellement, c'est dingue. J'ai 35 ans, j'ai jamais connu ça. Je me sens hyper bien, hyper détendue, en parfaite connexion avec son corps. De toute façon, vu mon niveau d'espagnol, on risque pas de parler, on fait que baiser. Chaque coup de rein, c'est un truc de ouf, je monte au plafond. Je peux même pas te dire combien j'ai eu d'orgasmes ces derniers jours. Un dénominateur commun à toutes les femmes que j'ai interrogées qui ont entretenu des rapports avec des Bricheros, c'est qu'elles ont eu une épiphanie sexuelle absolument flamboyante. C'est quelque chose de très répandu. Moi, ce que j'aime chez les Péruviens, c'est qu'ils foncent. Ils n'hésitent pas, quoi. En France, tu ne sais jamais sur quel pied danser. C'est un coup oui, un coup non. Ils sont froids. On dirait qu'il faut tout faire à leur place. Et ce qui, moi, m'a beaucoup intéressée, c'est qu'elles viennent justifier ce plaisir sexuel pris en essentialisant la masculinité latino-américaine. Les Péruviens sont plus doux, plus tendres. Ils sont très câlins comparés aux mecs en France.
Les latinos sont plus chauds, sont plus exubérants, savent mieux faire l'amour, alors qu'en réalité, j'ai l'impression que ce plaisir sexuel pris, il relève de différents facteurs. D'une part, qu'elle soit éloignée de chez elle, qu'il n'y a personne pour la juger, il n'y a pas ses copains, il n'y a pas sa famille, il n'y a pas son travail, donc elle peut faire ce qu'elle veut, il n'y a personne qui est là pour témoigner de ce qu'elle fait. D'autre part, parce que c'est de par leur place dans la structure sociale en tant que femme blanche occidentale qui, face à un homme subalterne ou subalternisé, qui viendrait, à mon avis, ouvrir la possibilité d'un plaisir sexuel. C'est-à-dire qu'elle domine son partenaire et du coup, elle s'autorise à prendre du plaisir sexuel parce qu'elle le domine. Ce qui, moi, m'a fasciné, c'est que même le plaisir sexuel va être justifié par quelque chose qui ne sera jamais de l'ordre de la révélation des rapports de pouvoir, des inégalités socio-économiques et des conséquences brutales de la néocolonisation. Donc le politique et le marchand va passer sous le tapis. Le politique ne doit pas abîmer le voyage. Donc le tourisme est gorgé de l'histoire coloniale propre à chaque espace social touristique, mais le principe même du tourisme vient lisser l'ensemble de ces rapports de pouvoir alors qu'ils sous-tendent chaque interaction. Merci Juliette Roguet. Maintenant qu'on sait tout ça, il va falloir essayer de passer à travers nos vacances. Je ne sais pas si vous partez, vous, mais où que vous soyez cet été, n'oubliez pas que, quelque part, on est tous des gringas. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.